Bonsoir, ambassadeur Ndegijima Jean-Marie Vianney. Je suis encore heureux de vous recevoir. Ça faisait deux petites semaines qu'on s'est vus. Vous voyez que mon français commençait un peu à rouiller. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je vous remercie de m'avoir convié à cette émission dont le thème de la plus haute importance en fait, parce que à travers ce que vous allez passer tout à l'heure, l'élément sonore ou vidéo, on verra qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui peut atteindre l'âme du peuple rwandais, mais finalement son identité, parce que l'identité c'est pas que d'être Abanyarwanda. Il y a toute une série d'éléments qui vont avec notre histoire. Et donc, je convie nos téléspectateurs, nos auditeurs à nous aider éventuellement à analyser cette situation et à bien comprendre les enjeux de ce problème. Merci. Oui, vous faites bien d'évoquer nos auditeurs et nos téléspectateurs parce que c'est pour eux que nous préparons ces émissions. Et en retour, il serait bien qu'ils nous envoient leur feedback, d'ailleurs, qui nous aide à préparer les émissions futures. Ambassadeur Ndegijima Jean-Marie Vianney, allons droit au but. Un grand homme politique français est allé devant les Africains, il les a regardés dans les yeux, il leur a parlé de la France, de la relation entre la France et l'Afrique. Ce qui n'est pas habituel, c'est qu'il les a parlé, je parle des Africains, il a parlé aux Africains en termes très crus, qu'on n'a jamais entendu de la part d'un homme politique français. Et franchement, il a parlé de la politique que mène le président français vis-à-vis de l'Afrique en termes très, très durs. Et ce qui a étonné, c'est que dans cette politique France-Afrique, il a pris un temps pour impliquer le Rwanda. Enfin, le Rwanda, je veux dire le président rwandais. Ce discours, vous l'avez entendu, est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une habitude pour les hommes politiques de parler de la politique étrangère de leur pays en ces termes? Pour moi, c'était une première en tout cas. Bien, c'est pas une première. C'est pas tout à fait une première. Il y a d'autres personnalités politiques qui se sont déjà exprimées. Il y a des députés, quelques députés qui se sont exprimés. Rappelez-vous aussi de notre colloque de 2020, en mars 2020, où il y avait quand même une bonne fourchette de personnalités politiques, anciennes peut-être, des anciennes gloires de la politique française, les anciens ministres des Affaires étrangères, de la Défense, et j'en passe, qui s'étaient exprimés sans faux fuyant sur ce qui se passe au Rwanda, sur la politique franco-rwandaise, notamment sur le passé. Mais c'est vrai que M. Mélenchon, puisque c'est de lui que vous parlez, je suppose. Oui, je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il a parlé dans des termes clairs, comme on le sait. C'est quelqu'un qui
Moutalib Fana, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses comme elles se disent, et surtout qui n'a pas peur de le dire devant un public qu'il a choisi. Le public de l'université de Ouagadougou, je pense, c'est un public averti devant lequel se sont exprimés plusieurs responsables français, dont le président Macron, lorsqu'il a été élu, après. Eh bien, c'est des discours complètement différents. L'un annonce la fin de la France-Afrique pour relancer ça d'une certaine manière, je parle du président Macron, pour relancer cette France-Afrique dans une direction inattendue, et l'autre dénonce plutôt les déviances de la francophonie, qui deviennent, c'est une francophonie mercantile, basée sur les intérêts géopolitiques, et non pas sur ce que l'Afrique francophone et la France ont en commun. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui veut effacer l'histoire, et on sait toujours que effacer l'histoire, ce n'est jamais bon. Et il y a un autre qui veut respecter ses interlocuteurs et ses partenaires. Moi, je ne suis pas proche des insoumis de Macron, mais il a souvent un discours qui traduit vraiment les aspirations des populations et des peuples, notamment africains. Voilà. Pour l'instant, avant qu'on écoute peut-être cet élément, c'est tout ce que je peux dire. Oui, mais avant de l'écouter, j'ai une petite question, parce que à comprendre ce qu'il a dit et à comprendre la politique de Macron telle qu'il amène, on dirait que Emmanuel Macron, lui, sous une enveloppe moderne, veut continuer la France-Afrique d'antan qu'on a longtemps critiquée, qui n'est pas basée sur le même pied d'égalité, le même pied de respect, mais seulement des dessous mercantile, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas d'égalité quand on joue. Moi, je viens vous piquer des trucs. Voilà. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de respect. Mais Mélenchon, justement, critique ça, que ça ne change, que ça n'a pas changé cette politique. Malgré que Emmanuel Macron, lui, il veut montrer qu'il est africain, il veut le respect des Africains. C'est plutôt l'inverse, selon Jean-Luc Mélenchon. Je crois que la grande différence entre les deux et entre la gouvernance actuelle en France et beaucoup d'autres responsables français, c'est que sous Macron, on donne l'impression de faire très peu cas de l'honneur de la France. C'est-à-dire que on commence par présenter la France sous son mauvais jour, dire que la France est fautive dans ceci, dans cela, et proposer un nouveau cadre de collaboration avec l'Afrique. Donc, il y a cet élément important que je n'avais jamais rencontré avant, la France-Afrique, sans CEDI, parce que la CEDI, ça vient d'une association qui s'appelle Survie, qui a lancé cette terminologie. Moi, je parle de la France-Afrique, qui montre un respect mutuel. Oui. Alors que France-Afrique avec CEDI, c'est pour noircir cette relation. Un jour, j'avais parlé avec le secrétaire général de cette association en lui disant « Mais pourquoi vous ne parlez pas de ceci, de cela ?» C'était à l'époque au sujet des massacres de Kivero, par exemple. Et il m'a dit « Nous parlons de la France-Afrique. » Alors, je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas fait de déclaration sur le massacre de Kivero. Et il m'a dit, ça ne nous intéresse pas parce que la France n'est pas présente. Donc, quand la France est présente, nous tapons dessus, nous montrons que la France est fautive et nous défendons les intérêts des victimes. Mais quand la France est absente, ces victimes-là ne comptent pas pour nous. Parce que je lui avais aussi parlé des centaines de milliers de Rwandais tués en RDC, au Congo, donc, époque Zaïre. Il m'a donné la même réponse. Donc, l'objectif de cette France-Afrique avec CEDI, c'est d'abord de salir l'image de la France. Quand la France n'est pas présente sur le terrain,
ils s'en foutent de la vie de ces milliers de gens, de ces centaines de milliers ou des millions de Rwandais et de Congolais morts sous la baïonnette du Front patriotique rwandais. Et donc, en fait, j'ai l'impression que le gouvernement français actuel épouse la politique de l'association Survie. Dire du mal de la France, pense-t-il, c'est faire plaisir aux Africains francophones et aux Africains qui ne sont plus francophones, mais qui profitent de la francophonie. C'est le cas du Rwanda. C'est là qu'il y a une grosse erreur. On peut absolument changer la donne en ce qui concerne la coopération France-Afrique, mais sans devoir passer au-dessus du cadavre de la France. C'est quand même un gouvernement qui doit d'abord défendre l'honneur de son pays. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs avant de passer la vidéo, c'est que dans cette attitude de rabaisser la France par rapport aux Africains, ce qui n'est pas digne. Donc, on ne hausse même pas l'honneur et le respect des Africains non plus. C'est ce que je pense, enfin, si on analyse bien. Ben oui, exactement, c'est ça. Et vous savez, en l'occurrence, j'utiliserai une image. C'est comme si un voisin allait voir la femme de son voisin en lui disant j'ai de bonnes relations avec votre famille, mais le mari est mauvais et de toute façon, moi aussi, je préfère avoir des relations avec vous plutôt qu'avec toute la famille. Diviser la famille en deux, la famille franco-africaine, francophone en l'occurrence, et passer par des subterfuges pour commencer par salir un des protagonistes. Je trouve que c'est pas bien et c'est un manque de respect, c'est un manque d'expérience aussi, parce que dans ce domaine-là, les Africains, ce n'est pas des imbéciles. Hein. Les Africains savent analyser le langage et le discours d'un chef d'État français. Lorsqu'il commence par dire du mal de son pays et promettre des miracles, eh bien, ils comprennent que c'est du vent, que c'est juste pour se mettre en bonne position, mais qu'à la fin, il se comportera comme un chef d'État français à la limite. Et donc, je crois qu'on devrait aborder, moi qui suis en France et qui tient quand même aussi aux intérêts des uns et des autres, des Français comme des Africains, je pense que le président Macron n'a pas besoin d'aller dire du mal à Kigali, dire du mal de la France pour gagner les faveurs du président Kagame, par exemple. Entacher certains compatriotes de ceci, de cela. Tout à fait, tout à fait. Surtout, vous savez, il y a à l'intérieur d'un même gouvernement, il y a un principe sacro-saint de collégialité. Quand vous êtes dans un gouvernement, ou bien vous quittez et vous allez critiquer à l'extérieur, et quand vous êtes dedans, vous observez, vous pouvez faire des observations à vos collègues, et si vous n'êtes pas entendu, vous allez en parler ailleurs sans être membre de ce gouvernement. En l'occurrence, s'agissant de la politique étrangère d'un pays, en tout cas en France, que je sache, il n'y a jamais eu un ministre des Affaires étrangères ou un chef d'État de la France qui s'autorise à adresser des critiques aussi négatives à l'égard de ses prédécesseurs. Généralement, on ne le fait pas. On propose une solution aux protagonistes étrangers, mais on n'est pas obligé de... en ce qui concerne la France, par exemple, on n'est pas obligé d'aller critiquer Mitterrand, alors qu'on n'égale pas ses performances diplomatiques. Hein, il faut quand même être modeste. On ne va pas commencer à critiquer le ministre Roland, on ne va pas critiquer Alain Juppé à l'étranger. Un Américain, le président Biden, n'ira pas en Chine pour critiquer Trump. C'est impossible.
Oui, le linge sale, si Le linge linge sale sale se il y lave a, en famille, voilà. si Après, linge vous sale pouvez il y aider a, les autres, on vous pouvez peut aider se les laver en étrangers. famille. S'ils n'ont pas de machine à laver, vous pouvez leur prêter la vôtre pour laver leur linge. Mais vous n'allez pas d'abord salir, plutôt laver votre linge chez eux, alors que vous avez une machine à laver à la maison. C'est exactement ça l'image. Suivons le discours enfin, un extrait du discours de M. Mélenchon qui concerne le Rwanda, parce qu'il a beaucoup parlé de la francophonie, mais il a vraiment pris le temps de donner un rôle au président rwandais, d'ailleurs, dans cette politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Afrique. Suivons son discours. Mais pour vous parler bien franchement, j'ai observé une pente à l'anglophonie dans les élites néolibérales françaises qui explique mieux que leur stupidité les raisons pour lesquelles ils sont si souvent prompts à favoriser une anglophonie que je juge irresponsable. Par exemple, quel peut bien être le sens d'avoir désigné comme secrétaire général de la francophonie une personne qui parle anglais, qui est ministre des Affaires étrangères de son pays, qui a décidé dans ce pays que le français n'était plus la langue d'usage. Eh bien, cette francophonie-là, nous la connaissons. Et c'est d'elle dont on doit se débarrasser. C'est celle des combines géopoliticiennes, où tous vous apprenez en voyant quelqu'un surgir sur le parvis de l'Élysée et qui vous apprend qu'un tel est élu secrétaire général de la francophonie, sans aucun respect pour les chefs de vos gouvernements, pour vos universitaires, pour la capacité créatrice gigantesque de l'espace de la langue commune francophone. Cette langue commune, elle est destinée à périr dans le dégoût et l'indifférence. L'indifférence, regardez-la. Regardez sa vilaine figure. Regardez comment le congrès des maires de francophones qui vient de se dérouler à Kigali du 14 au 20 juillet, des villes francophones, n'a intéressé strictement personne. Et le seul article qui en rend compte est en anglais. Voilà comment cette francophonie des officialités conjuguées s'effondre sur elle-même. Et puis, sinon, c'est une francophonie des prébendes. Voilà, donc M. Mélenchon parle d'une anglophonie irresponsable qui infiltre la francophonie pour des intérêts géopolitiques et mercantiles, pour utiliser le mot que vous aviez utilisé tout à l'heure. Pour lui, c'est une anglophonie irresponsable. C'est celle qui a poussé M. Macron à nommer Louise Mushikiwabo à la tête de cette francophonie et où il a parlé du congrès qui vient de se terminer à Kigali, un congrès de l'association internationale des villes francophones. Dans notre temps, quand j'étais parmi les gestionnaires de villes, de la ville de Kigali, dans le temps, on appelait ça Association internationale des mairies francophones. Actuellement, on a dit ville francophone. Il dit que les rapports, il dit que les discours se font en anglais. Alors, où est la promotion du français? C'est ce qu'il se pose, c'est la question qu'il se pose. Le Rwanda, donc, est l'image, la mauvaise image, ou l'image qui montre la mauvaise voie de la politique de Macron vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce cela, monsieur l'ambassadeur?
C'est bien cela, hein, c'est la partie visible de ce phénomène. Parce que, pour dire la vérité, moi, que l'on parle chinois, français, anglais, lingala, kikongo ou kinyarwanda à Kigali, j'allais dire I don't give a damn. On le dit souvent Kagame. Donc, ce n'est pas ma première préoccupation. Les Rwandais peuvent parler n'importe quelle langue. Les Français peuvent parler n'importe quelle langue où ils veulent. Mais là aussi, il y a un manque de respect. Le problème en ce qui concerne le Rwanda, c'est que l'anglais a été imposé. L'anglais a été imposé, ce n'est pas une langue choisie. Rappelons-nous que depuis 1916, le Rwanda a été placé sous mandat, plutôt sous contrôle belge. Après, c'est devenu une tutelle de la Belgique une fois encore. Et donc, même du temps des Allemands, les Rwandais doivent savoir que le français était mis à l'honneur. Parce que les premiers missionnaires qui sont venus au Rwanda, qui ont commencé à conduire le système d'enseignement, à construire des écoles, ils étaient quasiment tous des francophones, des Français. Donc, par rapport à son voisinage belge, eh bien, au Rwanda, on avait commencé déjà à parler français, à écrire le français, même si l'allemand est resté la langue de prédilection des dirigeants de l'époque. Et puis, après 1916, les Belges sont arrivés. Le Rwanda est devenu progressivement un pays francophone, exclusivement francophone. L'anglais n'était pas parlé au Rwanda nulle part, sauf à la frontière avec l'Ouganda, peut-être au nord, donc, ou à la frontière avec la Tanzanie. Mais encore, c'est quelques personnes. Mais le Rwanda, disons-nous, c'est un pays francophone qui faisait partie de la francophonie depuis des dizaines d'années. Et puis, subitement, le président Kagame, parce qu'il ne parlait pas français, Kagame et sa clique, ils sont arrivés au Rwanda en 1994. Et comme eux, la petite minorité qui ne totalise même pas 1% de la population, ils ont décidé que désormais, le français devait être remplacé par l'anglais dans toutes les sphères, dans tous les domaines du pays, dans les écoles, dans l'administration, dans tout ce qui est comme dans tout ce qui symbolise en fait l'histoire du pays. Eh bien, le français a été exclu de tous les champs, de tous les domaines en fait au Rwanda. Et ouais, il y a déjà un peu d'égoïsme de la part des arrivants. Ils avaient comme seule excuse qu'il y avait eu un génocide commis au Rwanda en 1994. Et donc, ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Lorsque les autorités françaises acceptent que le Rwanda dirige la francophonie, alors que c'est devenu un pays anglophone, membre du Commonwealth, c'est un pied de nez au peuple rwandais. C'est comme s'il leur disait, bon, le français... Un pied de nez au peuple francophone d'Afrique, je pense. Non, je veux dire d'abord au Rwanda, parce que moi, je dis, on peut parler le chinois, l'indien, tout ce que vous voulez, mais les autres peuples d'Afrique n'ont pas changé de langue. Au Rwanda, il faut que les Africains le sachent. Eh bien, il y a eu un changement radical de langue et de culture, de manière imposée par les nouveaux arrivants qui ne parlaient pas français, qui n'étaient pas francophones. Ils ont dit, bah, écoutez, vous abandonnez tout ce que vous aviez comme culture, comme langue vernaculaire. Désormais, nous sommes à l'anglais. Et de manière forcée. Ce n'était pas... personne n'en a jamais discuté. Ça a été imposé. Et les conséquences ont été vraiment énormes dans l'enseignement. Surtout dans le domaine de l'enseignement. Eh bien, ils ont obligé les enseignants à tous les niveaux de commencer à enseigner des matières comme les mathématiques, l'histoire, la géographie et tout, en anglais, alors qu'ils n'y connaissaient pas un seul mot. Donc, le gouvernement rwandais a été obligé, non, il l'a fait volontairement. Ils ont importé des professeurs d'anglais. Mais
anglophones, franchement, venus des pays voisins comme l'Ouganda, la Tanzanie et autres. Donc, résultat, il y a eu pas mal de départs, hein, de démissions forcées des professeurs rwandais, ce qui a vraiment appauvri l'éducation dans notre pays. Ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement grave. Et dans l'administration, il y a un bon nombre de fonctionnaires qui ont été chassés parce qu'ils ne pouvaient pas faire des rapports en anglais. Donc, ils ont engagé tous ceux qui sont venus de l'étranger, de l'Ouganda, qui parlaient français, au détriment de ceux qui se trouvaient, tout le monde qui se trouvait au pays qui parlait français. Je voudrais, si j'avais été avec Mélenchon devant le public de l'université de Ouagadougou, j'aurais expliqué cet élément à nos chers étudiants, qu'ils imaginent le Burkina Faso être subitement obligé de ne parler qu'anglais. Subitement. Que les professeurs d'université burkinabé, les professeurs de toutes les écoles secondaires, du primaire, soient obligés d'apprendre l'anglais et d'enseigner dans cette langue. C'est un manque de respect incroyable. Et en fait, c'est une dévalorisation de toutes les générations formées avant l'arrivée des nouveaux venus. Réellement, je peux affirmer, comme certains le disent aujourd'hui, je ne vais pas prononcer le mot Kinyarwanda qui est attaché à ça. En l'occurrence, s'agissant du changement de langue, bon, je vais le prononcer quand même. Le FPR s'est comporté comme un régime de Abavanhara pour ce qui concerne le changement de la langue d'enseignement, la langue administrative et tout le reste. Ils se sont comportés comme des colonialistes. Si l'on traduit un peu en français, parce que nous parlons... C'est-à-dire des gens venus d'ailleurs. Des colonisateurs. Des colonisateurs. Oui. Vraiment, Kagame et sa bande se sont comportés comme des colonisateurs. Ils ont dit, écoutez, nous arrivons, oubliez la langue que vous parliez, oubliez la langue qui était utilisée dans l'enseignement, qui était utilisée dans l'administration, désormais c'est nous. Nous seuls avons de la valeur, vous n'en avez plus, vous devez apprendre notre langue. C'est exactement ce qu'ont fait les Français peut-être il y a des siècles, hein, quand ils sont arrivés en Afrique, quand ils ont imposé le français dans les écoles. Je me rappelle, les Belges aussi le faisaient, hein, à l'école primaire, on nous apprenait à parler le français. Et lorsque par malheur, nous n'obéissions pas. Si, par exemple, sur la cour de la création, un élève parlait Kinyarwanda, ben, il était puni. Mais là, c'était, je pense, à l'époque, c'était avec des intentions de nous mettre à un niveau qui puisse nous permettre d'affronter des réalités internationales. Mais après l'école, on parlait Kinyarwanda. On communiquait en Kinyarwanda. Il y avait aussi des livres en Kinyarwanda, alors qu'en ce qui concerne l'anglais et le français, ça a été radical. Donc, je veux dire, le ministre Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a été ministre, il est chef de parti, ce qu'il a dit, pour un Français, il faut vraiment lui tirer le chapeau parce que beaucoup n'osent pas le dire, ou alors ne le savent pas. Ils le savent, ou ils ne le savent pas suffisamment, et lui, il a dit les choses comme il les voit, et ça répond à des préoccupations qui peuvent être partagées par beaucoup de Rwandais, par des Africains. Malheureusement, les Africains ne savent pas la situation réelle. Ils voient que il a d'ailleurs utilisé le terme d'indifférence. Il a parlé d'indifférence. Il a parlé d'indifférence. Là, l'indifférence, je n'ai pas bien compris. L'indifférence de qui? De la France ou de qui? Justement, c'est à nous de placer cela. Il y a l'indifférence en France, mais il y a aussi l'indifférence au point de vue de certains Africains. Je pense, c'est pourquoi dans notre émission, dans l'introduction, j'ai parlé d'ouvrir les yeux. Il a essayé d'ouvrir les yeux aux Africains qui sont dans l'indifférence, qui voient
ce qui se passe auprès d'eux, autour d'eux, qui croient que Paul Kagame est le porte-flambeau, peut devenir le porte-flambeau de l'Afrique francophone, parce qu'il a même placé, il est allé jusqu'à placer son pion jusqu'à la présidence de la francophonie. Donc, ces gens-là, ils regardent, ils assistent. Si ce n'est pas une indifférence, je ne sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, il y a, je crois, lieu ici de parler en termes concrets. Moi, je suis arrivé à Kigali, de Paris, fin juillet 1994, pour entrer dans un gouvernement où il y avait des francophones et des anglophones. La chance que nous avons eue, c'est que le Rwanda est un pays quand même qui partage la même langue, le Kinyarwanda. Mais bien souvent, les amis, les collègues venus d'Ouganda nous imposaient de nous exprimer en anglais. Et on sentait réellement une volonté de nous réduire. De nous réduire. Je suis parti en mission. La mission où j'ai gardé une amère expérience, c'était en août à l'Oyoa, à l'époque, c'était l'Oyoa. Et il y avait une conférence internationale sur la question des réfugiés. Et le Rwanda, bien sûr, en ce moment-là, était concerné au premier chef, parce que des millions de Rwandais étaient réfugiés en RDC, et Zaïre à l'époque, et dans tous les pays voisins. Eh bien, j'étais accompagné de hauts fonctionnaires que je ne connaissais pas vraiment, qui venaient d'Ouganda et qui étaient totalement anglophones. Je me rappelle à 2 reprises, quand j'ai eu une rencontre avec Madame Ogata, qui était la patronne du HCR, qui parlait parfaitement français. Et quand j'ai rencontré le ministre Zaïrois, qui était aussi une connaissance, je ne dirais pas un ami nécessairement, Gérard Wakamanda. Eh bien, mes collègues, ou plutôt les membres de ma délégation, dont l'un deviendra ministre de l'Agriculture quelques années plus tard et l'autre une grande fonctionnaire internationale, eh bien, ils voulaient que je parle en anglais, que je m'exprime en anglais pendant que je m'adressais à ces autorités. D'un côté international, Ogata, et zaïroise, Gérard, sans se demander si ces gens-là parlaient ou ne parlaient pas ou ne comprenaient pas le français. Moi, j'ai choisi de parler en français. Il y a eu un clash. Après, bien sûr, ils ont fait un rapport à l'arrivée à Kigali, disant que j'ai parlé tout le long de notre séjour à Addis Abeba. Effectivement, je n'ai parlé que français. Mais je leur ai dit que je ne peux pas m'exprimer dans une langue que je ne maîtrise pas, que je comprends l'anglais, que je peux parler, mais je ne veux pas faire un effort excédentaire lorsque je représente mon pays à l'étranger. Je parlerai donc en français. C'est à vous de faire un effort pour me comprendre. Mais c'était vraiment un casus belli. Hein. C'était, je trahissais. J'étais devenu un traître en quelques jours parce que je refusais de parler en anglais. Mais comment peut-on imposer à quelqu'un de parler anglais à 2 personnes qui ne parlent que, enfin, qui parlent français, parce que il y avait Kamanda Wakamanda qui probablement n'entendait même pas, ne pouvait même pas comprendre plutôt l'anglais. Non, il parlait anglais parce qu'il a été diplomate, il a étudié. Oui, non, bon. C'était quelqu'un qui parlait il vient anglais. d'un pays francophone. Il vient d'un pays de culture francophone. Et moi aussi. Vous êtes francophone. Madame Ogatal, elle, comme fonctionnaire international, parlait plusieurs langues. Donc, le français était le point commun, la langue commune à vous 3. Non, je voulais lui aussi, je voulais là aussi dire à Madame Ogata que j'étais francophone. Si elle n'avait pas compris ce que je lui disais, elle aurait pu venir avec un interprète.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais elle, elle parlait français, donc c'est très bien entendu. Il y avait aussi des divergences sur le fond avec les membres de cette délégation parce que eux, ils voulaient que je parte en flèche, que je dise que les génocidaires ont fait ceci, qu'ils peuvent venir, mais qu'ils vont subir la loi de la justice, que ceci, que cela. Moi, j'ai dit à Mme Mogata, écoutez, ce que le gouvernement rwandais attend de vous, c'est de nous aider à rapatrier les réfugiés, mais dans des conditions de sécurité. Donc, prenez toutes les dispositions, envoyez des gens, des organisations des droits de l'homme, envoyez des enquêteurs pour se rendre compte si la sécurité est garantie à ces réfugiés, effectivement. Et c'est ce que j'ai demandé, même en public, dans la salle plénière, à toutes les délégations africaines de soutenir cette position. Ça n'a pas plu, je sais, mais deux fonctionnaires qui m'avaient accompagné, qui voulaient en plus m'imposer l'anglais, je n'allais pas leur céder devant des principes, surtout humanitaires, parce que les réfugiés rwandais n'étaient pas des criminels. Ça, c'est deux. Alors, autre chose, c'est même aux États-Unis. Aux États-Unis, après, au mois de septembre, il y a eu répétition de ce genre de... Donc, en Conseil des ministres, c'est nous qui devions faire un effort pour comprendre ce que disait Kagame, ce que disait... Certains d'entre nous, c'est vrai, avaient commencé à changer de ton, à changer d'accent, à parler, à angliciser leur français. Mais ça dénote justement cette volonté de réduire, de coloniser mentalement, culturellement, ce que vous avez trouvé dans le pays. Et ça s'est terminé finalement par justement l'interdiction du français. Je pense 14 ans plus tard, hein, c'est surtout en 2008 que les lois sur l'interdiction du français ont été mises en place, mais sinon depuis déjà, vous le savez, vous étiez au Rwanda, vous avez suivi ce phénomène, eh bien, les francophones avaient perdu toute valeur. Toute valeur, c'est ça qu'on appelle colonisation finalement. Colonisation culturelle. Vous imposez à une grande partie de votre peuple de subir la loi, finalement de la force militaire, parce que le FPR ne représentait que ça. C'était une armée très puissante, c'est vrai, mais sur le plan de la représentativité, le FPR ne représentait pas une grande portion de notre peuple, aujourd'hui encore. Mais ils imposent ce qu'ils veulent, notamment en matière culturelle. Ils ont imposé le français. Les intellectuels rwandais de plusieurs générations qui avaient été formés dans des universités francophones au Rwanda, au Zaïre, en France, Belgique, Canada et ailleurs, eh bien, ils ont subi la loi de l'oppression culturelle. Aujourd'hui encore, ils se cherchent. Ils se cherchent parce que... Non, ils ont été éliminés. Ils ne se cherchent pas. Moi, j'en connais. Hein. Je peux citer les noms ici. D'ailleurs, j'ai une anecdote moi-même, personnellement, qui va dans ce sens. Parce que, vous savez, après le génocide, j'ai été dans l'humanitaire. C'est ça. Je me suis occupé des enfants orphelins. Et donc, j'avais contact avec les hauts fonctionnaires, même internationaux, au niveau humanitaire. Et un haut fonctionnaire international m'a demandé de le représenter au Rwanda. Le gouvernement rwandais a refusé. Il a dit non, pour que quelqu'un vous représente ici, nous devons lui faire des tests. C'est vraiment incroyable. Je m'imagine que quelqu'un qui n'était pas là puisse croire à un rêve. Ils ont dit non, si vous devez nommer quelqu'un qui vous représente auprès de notre gouvernement, nous devons lui faire passer un test et voilà, l'accepter ou alors ne pas l'accepter selon... Mais le fonctionnaire a dit, voilà, écoutez, nous avons confiance en en Aloïse, c'est lui que l'on vous donne. Si vous pouvez
vous voulez lui passer un test, vous le lui passez, mais c'est lui ou personne. Un test d'anglais? Justement, la suite, c'est que j'ai dit, mais si je dois m'entretenir avec vous de comment je vais exercer mes fonctions ici au Rwanda, on doit le faire en français. Un point. Ils ont dit non, on doit le faire en anglais, sinon rien. Mais je vous dis que ça a été un fiasco total et l'ONG internationale n'a plus nommé quelqu'un auprès du Rwanda. Et pourtant, cette ONG avait des financements incroyables des organisations internationales, des institutions internationales qui avaient foi en lui parce que ils avaient, juste après, ils n'avaient pas confiance au gouvernement du FPR. Ils passaient toutes les aides à travers les ONG et les organisations humanitaires, surtout locales. Alors, ils ont bloqué les aides parce que s'il n'y a personne qui les représente auprès du gouvernement rwandais, il n'y a personne à gérer ces aides. Donc, voilà. Donc, la déclaration de M. Mélenchon nous donne l'occasion, en fait, de parler de cette problématique vue du côté rwandais. C'est très important. Si des Africains suivent cette émission, qu'ils sachent que des professeurs étrangers qui ne parlaient que français et qui étaient des directeurs d'école, qui étaient les professeurs principaux dans différentes écoles du Rwanda, il y en a qui ont été obligés de partir. Il y en a, on a même, je me rappelle à l'époque, une religieuse à Nyamasheke, une des principales écoles secondaires du pays, où la principale était une Belge, je crois, une religieuse d'origine belge. Eh bien, elle a été menacée d'expulsion. Il a fallu de longues négociations. Je pense qu'elle n'aurait jamais pu survivre à cette expulsion parce qu'elle était restée si longtemps à Nyamasheke. Elle avait eu des générations de jeunes filles sorties de son école et tout. Elle en était très malheureuse. Elle aurait pu avoir des problèmes sérieusement si on l'avait chassée du Rwanda. Bref, ça a fini par se résoudre. Mais c'est un réel problème. Empêcher quelqu'un de parler la langue qu'il sait le mieux parler, de lui dire tu changes de culture du jour au lendemain, désormais tu vas entrer dans un nouveau monde culturel, et je trouve que c'est criminel. C'est criminel, c'est un acte de colonisation qui dégrade la personne justement qui en est l'objet. Effectivement, j'en ai été témoin. Des fonctionnaires, soi-disant pour tester leurs compétences, ont été obligés de passer tous des tests. Et les tests se passaient en anglais, exclusivement en anglais. Pour rester en place? Oui, pour rester dans sur le même poste. Il y avait donc... le FPR a organisé des concours pour différents postes dans l'administration. Tu pouvais être à ce poste et avoir de l'expérience. Tu pouvais être hautement qualifié pour la matière qu'exige ce poste. Mais si tu parles français, tu ne pourras pas gagner à ce concours. Ce n'est pas possible. Un concours qui se passe exclusivement en France, plutôt en anglais. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais témoin, j'ai vu. J'ai été aussi victime de cette exigence du FPR. Quand ils sont arrivés, ils ont dit tout en anglais. Et si toute personne qui ne parle pas anglais ne se conforme pas, voilà, qu'elle s'en aille. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo alors ça se passait
à Cyangugu, au sud-ouest du pays. Et dans cette émission, il y avait plusieurs éléments. On parlait notamment de commerçants rwandais qui, à cause du Covid, comme les clients, la plupart des clients là-bas, c'est des gens venus du Congo. Hein. C'est pas le marché de Cyangugu, c'est pas les Rwandais, c'est la ville de Bukavu qui quand même comporte a une capacité de quelques millions de clientèle. De clients, Bukavu, c'est une ville qui doit avoir plus de 3 millions d'habitants, alors que Cyangugu, à côté, c'est comme un village, malgré la densité très, très élevée au Rwanda. Et donc, le pouvoir d'achat se trouve du côté congolais, malgré les difficultés économiques de ce pays, mais les clients, la clientèle pour les entreprises de chez nous, c'est Bukavu. Eh bien, compte tenu des mesures sanitaires imposées par le Covid, eh bien, beaucoup de commerçants, beaucoup d'hommes d'affaires rwandais, des gens qui avaient leur dépôt côté rwandais, ils ont tout transféré au Congo. Et en filmant, j'ai vu, on appelle ça un panneau, je ne sais plus, qui montre aux ceux qui arrivent la direction qu'ils prennent, qui vous dit « Bienvenue au Rwanda », le pays de ceci ou de cela. À l'époque, tout était en français. On commençait bien sûr. Du côté ougandais, j'imagine que l'anglais devrait suffire, hein, parce que ça coûte de l'argent de mettre les 3 langues. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à Cyangugu, quand vous venez de Bukavu, vous tombez sur un grand panneau qui vous dit « Welcome », donc tout en anglais. Et puis en bas, vient le français et le Kinyarwanda. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. À Goma, c'est la même chose. Nous avons affaire à un pays francophone, totalement francophone, le Congo. Eh bien, les Congolais qui viennent au Rwanda, ils tombent sur des panneaux en anglais. Donc là, on peut dire réellement que c'est juste une volonté de montrer qu'on est anglophone. Côté burundais, la même chose d'ailleurs. Moi, j'imagine qu'on puisse le faire lorsqu'on est à la frontière tanzanienne, parce que sinon, il n'y a pas d'utilité. Pourquoi mettre l'anglais? C'est tout visible. Donc, quand les Congolais arrivent au Rwanda, ils savent qu'on parle anglais, mais ils souhaiteraient être accueillis, reçus dans la langue de la frontière. Or, à la frontière, ça devrait être le français auquel ils étaient habitués. Non, non, tout est en anglais. Entrez chez nous, mais sachez que tout a changé, que nous sommes désormais un pays anglophone. Je trouve que là aussi, c'est une forme de colonisation qui est démontrée par ces panneaux-là. C'est ça, c'est un régime qui a privilégié de déposséder la population de son histoire et d'imposer une nouvelle histoire, une nouvelle culture, une nouvelle langue pour effacer le passé. En fait, c'est ça l'objectif. Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, si l'on revient au début de notre émission, Emmanuel Macron, lui, dit que c'est bien de s'ouvrir à d'autres langues, que le français s'ouvre à d'autres langues. Mais est-ce que le cas du Rwanda, c'est vraiment s'ouvrir ou alors se soumettre? Parce que il y a quand même un hiatus, il y a quand même une différence. Hein? Vous voulez dire, je n'ai pas bien compris la question. Donc, quand on ouvre la présidence de la francophonie à un pays anglophone, purement anglophone, est-ce que c'est s'ouvrir au contact avec l'anglophonie ou alors c'est se soumettre à l'anglophonie? Il y a, comment est-ce qu'on peut entendre ça? Parce que c'est pas un rapport d'égal à égal. Alors pour commencer, je vais quand même
rétablir un élément factuel très important. À partir de la déclaration de M. Mélenchon, ceux qui ne le savent pas pourraient croire que Mme Louise Mushikiwabo n'est qu'anglophone. Ce n'est pas tout à fait ça la réalité. Louise Mushikiwabo, c'est une francophone. Oui, mais elle représente un pays. C'est pas francophone, sauf qu'elle a fait ses études aux États-Unis et qu'elle est devenue un peu la porte-parole de l'anglophonie au Rwanda par le biais de la nouvelle politique. Elle a souvent défendu ça et en essayant de justifier le fait que le Rwanda doive s'ouvrir plus vers l'anglophonie. Elle a eu la chance qu'elle maîtrise bien l'anglais, même mieux que les anglophones d'origine. Elle a voulu se valoriser à travers cela et ça lui a profité. Mais c'est une francophone tout de même, il faut le dire. Sauf que son pays n'est pas un pays francophone aujourd'hui. Il y a encore une grande population francophone, y compris parmi les intellectuels. Aujourd'hui, d'ailleurs, on sent que ça revient un tout petit peu. On sent que certains fonctionnaires, j'ai suivi les interviews du ministre Biruta, j'ai suivi plusieurs autres ministres parler, ils s'expriment en français. Et c'est bien comme ça. Mais une fois passé l'interview devant la presse internationale, eh bien, ils reviennent à l'anglais où ils vont se débrouiller pour bafouiller un peu d'anglais et voilà, quoi, faire semblant d'être des anglophones. En soi, pourquoi pas? Moi, j'ai été pour l'adoption de l'anglais depuis 1988. Je dis bien 1988. J'avais fait cette proposition à une réunion des ambassadeurs rwandais à Kigali. Ça n'avait pas été mal pris, plutôt ça avait été mal pris, je dois l'avouer. Mais moi, par rapport à la décision du comité central du MRND qui parlait de laisser les réfugiés dans les pays où ils étaient, je me suis dit, je vais quand même proposer quelque chose. J'ai suggéré qu'on introduise l'anglais en prévision du rapatriement des réfugiés anglophones. Mais ce n'était pas pour remplacer le français par l'anglais, c'était pour faire de l'anglais la troisième langue d'expression, surtout au vu des relations commerciales que le Rwanda entretenait et entretient encore avec les pays voisins de l'Est et du Nord. Je pense qu'en soi, c'est une bonne décision, mais ce qui a été fait après la victoire du FPR, c'est une mesure coloniale. C'est une mesure coloniale qui ne fait pas grand cas de la population locale qui n'était pas anglophone à plus de 90%. Donc là, ils se sont comportés comme des colons, des colonialistes. Oui, je voudrais au passage parler aussi d'un fait. C'est que j'ai vu évoluer l'anglais aussi dans le pays avant l'arrivée du FPR. Parce que dans les années 88, 89, 90 et par après, la faculté des langues à Nyakinama a hautement évolué. J'ai vu, moi j'allais souvent à cette faculté-là à Nyakinama, je parlais aux professeurs, je parlais même aux doyens, mais la faculté d'anglais avait acquis plus ou moins 90% du personnel, donc de professeurs d'anglais rwandais. Pour vous dire que si cette faculté sortait chaque année autant d'étudiants pour aller enseigner l'anglais dans les écoles secondaires, ça allait finir par des écoles secondaires aller entrer à l'école primaire et ainsi de suite, doucement, parvenir à un pays bilingue. Je pense que l'entrée en matière en douceur allait arranger la francophonie et l'anglophonie aussi, je pense. Mais parlons de cette imposition de l'anglais. Et elle s'est fait comment? Parce que c'est là où se trouve le problème.
Alors, là aussi, je vais ajouter un élément. Autant le FPR a imposé l'anglais, autant les autorités de l'époque, entre autres explications, donnaient que oui, l'anglais c'est important, mais que nous sommes un pays francophone, que la France est un pays ami, qu'on ne va pas lui faire un enfant dans le dos, et que donc on préfère rester francophone. Entre-temps, cependant, rappelez-vous, hein, vous le savez, puisque vous étiez dans l'enseignement à un moment donné, au début de votre carrière, on avait fait venir des professeurs tanzaniens et kenyans, je pense, pour l'enseignement du Swahili. Oui. Donc, le gouvernement rwandais préférait faire passer le Swahili avant l'anglais parce que, disait-il, moi j'ai eu cette réponse, hein, que faire entrer la langue anglaise du Commonwealth dans l'enseignement rwandais, enfin, l'anglais était appris hein, depuis l'école, depuis notre époque, déjà on avait des cours d'anglais et on se débrouillait bien en anglais d'ailleurs. Hein. Mais nous, on aurait souhaité que ce soit la langue qui vienne immédiatement en importance et qu'elle reçoive vraiment les soins, pas tout à fait comme le français, mais que l'anglais soit rehaussé un tout petit peu au niveau de la population, par réalisme commercial tout au moins. Eh bien, le gouvernement rwandais avait peur de fâcher la France. Cette explication m'a été donnée en 88 d'ailleurs, qu'on ne peut pas le faire parce que nous sommes francophones, qu'il vaut mieux d'abord vraiment raffermir les bases de la francophonie chez nous avant d'entrer en anglophonie. Ce n'est pas une erreur, hein, mais ce n'est pas un crime non plus. En effet, chaque pays a sa langue. Hein. Au Congo, la même chose. Cette loyauté, je pense, est visible ou même présente aussi du côté des pays anglophones. Tout à fait. Tout à fait. C'est une loyauté tout à fait justifiable. Ah oui, mais sans fermer la frontière, sans fermer la porte à d'autres langues. D'ailleurs, ouvrir la porte petit à petit, mais pas comme ça. Je parlais de l'imposition et de la manière dont cette imposition a été faite, imposition de l'anglais et interdiction. Parlons plutôt d'interdiction du français. Ça a été vraiment scandaleux. Alors, comment ça s'est passé? En réalité, il y a eu tous les moyens. D'abord, pour commencer, des pressions psychologiques sur les francophones pour les empêcher de parler français entre eux. Quand vous vous exprimiez en français, entre francophones, les gens venus d'ailleurs, d'Ouganda notamment, pensaient que vous étiez en train de comploter contre le FPR. Et ils vous le disaient. Même à notre niveau, on sentait que voilà, donc résultat, nous, certains d'entre nous essayaient de baragouiner leur franglais comme ils le pouvaient, mais c'était une atteinte à notre fierté en même temps. On n'abandonne pas sa langue de travail parce que le nouveau maître l'impose, non. C'est ce qui s'est passé finalement. Alors, ils ont utilisé la loi. Il y a eu des lois pour changer les priorités linguistiques, pour dire que l'anglais est désormais la première langue d'usage dans les écoles, dans l'administration et dans tous les autres domaines. Ça, il y a des lois. Il y a une loi notamment je crois, de 2008, un peu avant l'arrivée de Louise Mushikiwabo d'ailleurs, parce que souvent on dit que c'est elle qui a changé cette loi. Non, non, elle l'a trouvée. Elle l'a trouvée. La loi existait, qui a tout chambardé et a mis le français au rencard. Donc, des décisions légales prises par le président Kagame et son gouvernement pour réduire la valeur et l'importance du français. C'est là peut-être que M. Mélenchon a tout à fait raison. Un pays qui prend ces mesures-là, un pays qui manifeste un antifrancisme évident comme ça, c'est pas à ce pays-là qu'il faut recourir pour la promotion de langue française et de la francophonie. Là, il a tout à fait raison. Il a raison en tant que Français,
Et nous, en tant que Rwandais francophones, nous pensons que nous devons saluer cette intervention, ce discours de M. Mélenchon, parce qu'effectivement, l'imposition de l'anglais nous a avilis, nous a rabaissés, nous a réduits en citoyens de seconde zone sur le plan culturel et linguistique. Des professeurs d'université qui étaient brillants, qui donnaient leurs cours en français, qui s'exprimaient dans la langue de Molière avec plaisir, parce qu'ils l'avaient apprise, hein, cette langue-là. Ce n'est pas qu'ils l'aient choisie, ils l'ont apprise pendant presque un siècle. Eh bien, après les changements intervenus et imposés par le régime de Paul Kagame, ils se sont retrouvés comme s'ils n'avaient jamais fait des études supérieures. Ils ont été vraiment réduits presque à néant. Vous le savez, vous en connaissez sans doute quelques chercheurs qui ont des doctorats en France ou ailleurs, hein. Moi j'en connais pas mal, hein, qui ont dû vraiment trimer, comme s'ils finissaient leur école primaire. Parce que enseigner l'histoire du Rwanda, enseigner les mathématiques, enseigner la géographie, enseigner la chimie, imaginez un francophone à qui on impose d'enseigner la chimie, désormais enseigner la chimie, en anglais, une langue qui lui est étrangère. Eh bien, écoutez, il perd la moitié, sinon plus, de ses attributs, en termes de connaissances, en termes d'être à l'aise pour parler aux élèves. Et vous êtes devant des élèves qui parlent anglais, qui sont anglophones, venus d'Ouganda, de Tanzanie, de je ne sais où, et vous venez baragouiner, vous parlez de chimie en anglais, une langue que vous ne maîtrisez pas. Mais ces élèves ne vont pas vous respecter, ils vont dire, parce que souvent les attributs extérieurs visibles déterminent aussi la valeur de l'enseignement que donne un professeur. Je me rappelle à l'université, nous on se moquait de certains professeurs qui s'exprimaient très mal en français, qui étaient francophones, mais qui avaient un accent impossible. Alors ils étaient des très très bons professeurs en termes de contenu. Mais le fait de s'exprimer difficilement en français, vous savez, nous on les considère comme des gens qui ne connaissaient pas leur matière. Ça a une importance capitale. L'expression de ce que vous présentez, c'est-à-dire que si vous allez faire un discours en français ou en anglais, mais que vous ne maîtrisez pas la langue d'expression, le contenu, il perd énormément. Et c'est ce qui s'est passé. Des générations de professeurs, d'intellectuels rwandais ont été dévalorisés, dévalués devant leurs élèves. Dans l'administration, ils ont perdu leur place parce qu'ils ne parlaient pas anglais. En diplomatie, ils ont été obligés d'être rapatriés parce qu'ils ne pouvaient pas. On obligeait les diplomates à parler en anglais, exclusivement anglais. Oui, donc c'est quelque chose que Mélenchon a bien vu. Nous devons nous analyser cette situation en tant que Rwandais. Je n'irai pas à dire que tous ceux qui sont venus de l'extérieur sont des colons, non. Mais le régime de Paul Kagame s'est comporté comme un régime de colonialistes et de colons. Oui, puisqu'on parlait de francophonie et de la relation France-Rwanda, j'aimerais qu'on termine notre émission justement à l'accueil qui a été réservé à M. Antoine Anfray, l'ambassadeur, parce qu'il vient récemment d'être nommé. Il est allé au Rwanda et je pense qu'il a été accueilli, il a présenté ses lettres de créance. Ça se passe comment? Comment pouvez-vous, à partir de cet accueil, voir ou prévoir son accueil et l'exercice de ses activités? Je trouve que ça a été bien rapide, hein. Normalement, un ambassadeur, quand il arrive, il présente d'abord les copies de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Et puis, quelques temps après, on lui prend un rendez-vous avec le chef de l'État, le président ou le roi. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que là, il a tout fait le même jour. Monsieur Anfray a présenté ses lettres de créance le même jour où il avait présenté les copies de ses lettres de créance
à monsieur le ministre Biruta. Je crois que c'est une gageure. Et on a senti qu'il avait reçu un traitement spécial. Un traitement spécial. Et la rencontre avec le président Kagame a été suivie, bien sûr, d'interviews. Il s'est adressé à la presse internationale. Je n'ai pas pu retrouver cette interview, mais je trouve que ce qu'il a dit, sa déclaration, frise le ridicule de la part d'un ambassadeur étranger. Je n'avais jamais vu un ambassadeur qui commence par critiquer son pays, critiquer les chefs d'État avant Macron, avant de dire du bien du Rwanda. Je trouve que c'est une fois encore, c'est vraiment quelque chose qui peut choquer, Eh bien, l'ambassadeur Antoine Anfray l'a fait. Il a même cité, à plusieurs reprises, il a donné comme référence le rapport Duclerc. Comme si ce rapport allait constituer en fait l'essentiel de son travail. C'est-à-dire, je suis venu pour exécuter les ordres donnés par le professeur Duclerc et sa commission. C'est un peu ça, si on veut bien comprendre la philosophie de monsieur Anfray. Un rapport qui a été fortement critiqué par après, jusqu'à présent, qui continue d'être critiqué. Non, je pense que il renvoie l'échelle. L'ambassadeur Antoine Anfray renvoie l'échelle au professeur Vincent Duclerc. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il était à Kigali, M. Duclerc lui-même n'a parlé pratiquement que de l'ambassadeur Anfray. Et dans son rapport, il dit que c'est grâce à M. Antoine Anfray. Et il regrette que le pouvoir de Mitterrand n'ait pas prêté l'oreille à ce que Macron appelle des gens particulièrement... des gens qui avaient tout compris. La personne qui avait le mieux compris la situation, pour eux, c'est Antoine Anfray, qui était encore un jeune rédacteur aux affaires étrangères, que lui avait tout compris, qu'il savait qu'il y aurait un génocide 3 ans avant, en 1991, qu'il avait prévenu son gouvernement qu'il y aurait un génocide et qu'on ne l'a pas écouté. Vous savez, lorsque un professeur, dans un rapport de commission, vous met au devant de la scène, dit que vous aviez tout compris, eh bien, la première chose qu'il a faite en arrivant à Kigali, ambassadeur, après ses lettres de créance, après la présentation des lettres de créance, c'est de dire du bien du professeur Duclerc. Et vous voyez que sa mission va être affectée justement par cette vision du rapport Duclerc et de ses conclusions, rien que ça, et orienter ses activités par rapport à ça. Mais une fois encore, je pense qu'il a mal fait de critiquer. D'abord, il a été fonctionnaire à l'époque. Il a commencé à l'époque du président Mitterrand. Il n'avait rien compris que le président Mitterrand n'ait pas su. Hein. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. Eh bien, je pense qu'il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il est allé dans le sens de ceux qui souhaitent justement que la France soit rabaissée, que la France... J'ai observé une pente à l'anglophonie dans les élites néolibérales françaises qui explique mieux que leur stupidité les raisons pour lesquelles ils sont si souvent prompts à favoriser une anglophonie que je juge irresponsable. Par exemple, quel peut bien être le sens d'avoir désigné comme secrétaire général de la francophonie là, vous êtes revenu à anglais, qui est ministre des Affaires étrangères de son pays, qui a décidé dans ce pays que le français n'était plus la langue d'usage. Eh bien, cette francophonie-là, nous la connaissons. Et c'est d'elle dont on doit se débarrasser. C'est celle des combines géopoliticiennes, où vous apprenez en voyant quelqu'un surgir sur le parvis de l'Élysée et qui vous apprend qu'un tel est élu
secrétaire général de la francophonie, sans aucun respect pour les chefs de vos gouvernements, pour vos universitaires, pour la... Vous étiez revenu au discours de Mélenchon. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique avec mes appareils. Mais maintenant, je vous écoute. Oui, bon, allons vers la conclusion de notre émission. Donc, vous parliez de la mission d'Antoine Enfrin qui risque d'être, disons, perturbée par cette façon de se focaliser seulement sur celui qu'il a envoyé, donc Emmanuel Macron et le professeur Duclerc. Vous parliez dans une émission que vous connaissiez la personnalité d'Antoine Enfrin. Est-ce qu'il ne pourrait pas quand même un peu prendre un peu de recul et d'orienter sa mission comme n'importe quel ambassadeur peut l'orienter? Ça dépend des instructions qu'il a reçues au départ. Hein. Si le président Macron lui a demandé de suivre à la lettre le contenu du rapport Duclerc, bon, il va le faire. Mais il faut savoir que le professeur Duclerc a commis beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup de déformations de faits, beaucoup d'affirmations erronées. Je ne sais pas si c'est délibéré ou pas. Mais il y a beaucoup de... En relisant, vous qui l'avez lu totalement, vous pourrez peut-être, en relisant, trouver des choses inacceptables. Telles que, et j'ai fait cette analyse avec le docteur Mounisseneza Emmanuel, telle que d'affirmer pratiquement que Gakurazo, c'est le fait des phares, que les évêques de Gakurazo, les prêtres et les autres ont été assassinés, tués par les phares. De dire que M. Gatabazi Félicien a été victime d'un assassinat, bien sûr, de la part des phares et beaucoup d'autres choses comme ça. Ça change toute la donne, ça déforme le rapport et ça fait que ceux qui ne connaissent pas la véritable situation de notre pays en ce moment-là, bien sûr, ils vont dire que le FPR, c'est un ange, que voilà, le FPR, c'est le camp du bien, et que les autres, c'est le camp du mal, de manière absolue. Et c'est peut-être là que il ne sera pas inutile de retrouver l'interview de l'ambassadeur Enfrin et de l'analyser vraiment de façon détaillée, exégétiquement, dire mais pourquoi il a utilisé ce terme? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi un ambassadeur de France doit se mettre au diapason des positions rwandaises dont on connaît les exagérations ou parfois même la futilité? C'est ça le sens de M. Macron, plutôt Mélenchon. Mélenchon, il a dit des choses fortes. Il serait souhaitable qu'il, en revenant en France, qu'il introduise ce thème dans son discours politique en attendant les élections de l'année prochaine. Parce que c'est un thème très important, le respect de l'âme de son peuple, ou la trahison de l'âme de son peuple lorsqu'on est en face de certains interlocuteurs qui n'ont pas froid aux yeux. En l'occurrence, je crois qu'il ne faudrait pas céder à Kagame. Kagame, aujourd'hui, c'est le Pegasus. Nous le savons et nous le regrettons d'ailleurs. Eh bien, on n'a pas vu d'article sur l'utilisation du Pegasus pour espionner les autorités françaises. Pourtant, on sait que ça a eu lieu. Et là aussi, on va trouver des éléments pour le prouver. Ce n'est pas que nous voulons nous acharner sur le pauvre président rwandais, mais quand même, la France devrait être plus perspicace et savoir que l'honneur de la France et la vérité passe avant tout le reste, passe avant les intérêts mercantiles entre la France et le Rwanda. Nous verrons la semaine prochaine avec la programmation si
la semaine prochaine, nous pourrions analyser ce discours en profondeur d'Antoine Anfray et certainement, nous verrons aussi s'il y a du nouveau ou l'impact de l'espionnage de M. Paul Kagame aux autorités françaises, parce que c'est quelque chose de très important dans la relation. Et voilà, d'ici là, Jean-Marie Vianney, je voudrais vous remercier de nous avoir accordé encore une fois cette soirée pour éclaircir, nous donner de votre lumière sur la relation France-Afrique et évidemment France-Rwanda. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est grâce à votre éclairage et aux questions que vous posez que je découvre des choses que je savais mais que je n'avais pas encore abordées. Donc, merci beaucoup de cet échange, parce que ce n'est pas une interview, c'est un échange d'analyse sur des questions qui nous concernent tous les deux, qui concernent nos compatriotes. Et c'est là que peut-être ces émissions sont vraiment intéressantes. Et encore une fois, je demande à ceux de nos téléspectateurs, auditeurs qui suivent ces échanges, qui ne nous jugent pas, qui sachent que nous improvisons pratiquement, que c'est des analyses qui ne sont pas préparées de longue date, que nous essayons d'être le plus près possible de la réalité et qu'on n'est pas animé de mauvaise foi, et surtout qu'ils nous fassent parvenir leurs commentaires sans nous insulter, sans faire comme certains, régler les comptes à travers YouTube. Je vous remercie beaucoup. Je dirais que jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien, que le feedback qui a été réservé à nos émissions, parce que ça va bientôt être quand même plus de 2 mois, ou si je ne me trompe pas. Et les réactions ont été plutôt bonnes et on pense que il n'y a pas de raison que ça change parce que l'émission va toujours dans le même sens. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée là-bas chez vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu soit avec vous. À très bientôt, Loïs. Merci beaucoup. Merci à vous. La 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 la.